merci d'être là et à l'heure pour ce dernier entretien d'ici de la saison que nous avons voulu placer sous le signe des relations internationales, un peu dans le prolongement d'ailleurs de notre dernier rendez-vous qui a eu pour sujet l'Europe et les élections européennes avec le secrétaire général aux affaires européennes. Ce soir, nous avons le grand honneur de recevoir à sa descente d'avion son Excellence Jacques Faure, qui est membre du groupe de Minsk que vous connaissez et qui est le meilleur de nos experts pour parler du conflit du Haut-Karabakh. Et nous voudrions le remercier en votre nom de sa présence, parce que vraiment son avion s'est posé il y a à peine quelques heures. Donc, et les nuits dernières ont été courtes d'après ce qu'il nous disait en coulisses. Donc merci à lui. Cet entretien d'ici doit aussi beaucoup à mon voisin de droite, Jean-Marc Schindler, à qui je vais céder la parole et qui nous a permis de l'organisation de ce rendez-vous qui devait avoir lieu l'an dernier, au mois de novembre, mais il a été décalé, mais pour la bonne cause, peut-être y reviendrez-vous, puisque au même moment a été organisée une rencontre au sommet à Vienne, précisément pour avancer dans la résolution de ce conflit. Donc évidemment, notre rendez-vous a légitimement été décalé, mais nous sommes contents de pouvoir vous le présenter ce soir. Je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. Vous le savez, le comité d'Issy-les-Moulineaux des membres de la Légion d'honneur participe depuis plusieurs années aux entretiens d'Issy. Et dans le cadre de ces entretiens, notre comité a cherché à la fois à attirer des personnalités extérieures et à faire profiter toute la communauté icéenne de la compétence de ses propres membres. Et ce soir, c'est un peu des deux, puisque j'ai demandé à l'ambassadeur Gabriel Keller, qui est membre de notre comité et ICN, de nous trouver un conférencier qui correspondait au sujet que nous souhaitions aborder. Ce thème, c'était la diplomatie. Mais comme la diplomatie, c'est vaste et il aurait fallu plus d'une soirée, nous avons choisi un thème un peu plus ciblé. Et le conférencier, c'est monsieur l'ambassadeur Jacques Faure, qui a accepté de venir nous parler de l'état de la négociation sur le conflit du Haut-Karabakh. Et on ne pouvait avoir mieux eu égard à la personnalité et au parcours et aussi aux fonctions actuelles de l'ambassadeur, qui est le coprésident français du groupe de Minsk, mais il va nous expliquer ce qu'est le groupe de Minsk. Avant de vous laisser la parole, monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous dire toute notre reconnaissance pour avoir accepté de venir ce soir nous entretenir d'un sujet qui, j'en suis sûr, va nous passionner. Et je pense que chacun d'entre nous repartira un peu plus savant et un peu mieux informé qu'en arrivant. Messieurs les ambassadeurs, monsieur le président, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous souhaite à mon tour à toutes et à tous la bienvenue. La conférence de ce soir consacrée à la situation du Haut-Karabakh est organisée en partenariat, on vient de vous le dire, avec le comité IC1 de la Société des membres de la Légion d'honneur, dont je salue le président, notre ami Jean-Marc Schindler. Le thème retenu est grave, l'histoire est douloureuse, l'avenir incertain. Évoquer la situation du Haut-Karabakh, de sa population majoritairement, historiquement arménienne, nécessite d'être précis et rigoureux. Nous avons donc fait appel à M. Jacques Faure, qui est un diplomate expert de la question, que je remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Monsieur l'ambassadeur, au cours de votre carrière, vous avez été en poste dans de nombreuses capitales d'Europe de l'Est. Vous êtes aujourd'hui coprésident du groupe de Minsk au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, un sigle que vous entendez rarement citer, dont la vocation est de trouver une issue pacifique à cette tension entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La France est pleinement engagée pour la résolution, la normalisation de cette situation dans l'intérêt des peuples. Notre pays soutient la paix qui sera un gage de développement et de progrès pour cette région. Le président de la République française l'a encore rappelé lors de sa récente visite en Arménie. L'Union européenne elle-même devrait s'engager davantage car il est de son intérêt
de veiller à maintenir un climat serein à sa périphérie. L'on ne peut que regretter sa frilosité, l'absence de politique étrangère européenne coordonnée qui fait aussi tristement défaut aujourd'hui en Ukraine. Pour ma part, en tant que vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, depuis de nombreuses années, j'avais co-signé en 2011 l'appel de 145 députés pour la paix dans le Haut-Karabakh. Je ne sais pas si c'était un acte important, mais en tout cas, nous l'avons signé. Nous savons combien la trêve de 1994, dont nous célébrons cette année le 20e anniversaire, est fragile, que le moindre drame pourrait rouvrir les hostilités. N'est-elle pas violée quasi quotidiennement par les incursions et les tirs de l'armée azérie? Il faut être attentif au réarmement important qui se déroule en Azerbaïdjan, qui peut être un signe avant-coureur du pire. Il faut nous souvenir des origines de ce conflit, du pogrom de Sumgait en 86, de la réaction des Arméniens qui, pour la première fois, se sont défendus contre la folie azérie. Souvenons-nous aussi de la scandaleuse affaire Safarov en 2012, peut-être le signe que les mentalités n'ont pas encore évolué, que la haine anti-arménienne reste vivace en Azerbaïdjan. Beaucoup de gens s'en étaient émus à cette époque, car la glorification d'un soldat azerbaïdjanais coupable d'un assassinat barbare contre un officier arménien mettait gravement en péril le processus de négociation et d'apaisement. Je m'en étais fait moi-même l'écho auprès du ministre français des Affaires étrangères de l'époque. Monsieur l'ambassadeur Jacques Faure, en tant qu'émissaire français auprès de l'OSCE, vous avez suivi de près cette affaire. Vous vous êtes efforcé de ramener le calme avec vos homologues russes et américains. Impliqué dans ces négociations politiques, vous êtes parfaitement au fait des dernières évolutions et du climat de tension qui existe sur le terrain. Vous allez pouvoir nous présenter tout cela dans quelques instants. Je tiens par ailleurs à remercier chaleureusement messieurs les ambassadeurs Ohannes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh en France, et monsieur Vahag Atebekian, qui représente ce soir l'ambassadeur d'Arménie, son Excellence Vigen Tchitchedjian. C'est un plaisir de vous accueillir à Issy-Moulineaux. Vous connaissez l'engagement de notre ville, mon engagement personnel aux côtés des Arméniens, dans leurs différents combats pour la liberté et le respect qui leur sont dus. Dans quelques mois, en 2015, auront lieu les cérémonies commémoratives du centenaire du génocide. Rêvons que cette année symbolique puisse également être celle de la concrétisation d'une paix durable dans le Haut-Karabakh. Sans plus attendre, je laisse la parole à notre intervenant. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Bonne soirée. Monsieur l'ambassadeur, vous appuyez au milieu. Voilà. Bon, monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le président, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je suis très heureux de me trouver parmi vous et je vous remercie de la proposition et de l'invitation qui m'ont été faites à m'exprimer ce soir devant vous sur ce sujet. Mais je vais prendre la précaution indispensable de vous dire d'entrée de jeu que ce que je vais vous dire n'engage que moi. Je ne vais pas vous exposer une position française sur ce conflit du Haut-Karabakh, mais je vais vous présenter au terme de ma mission comme coprésident français du groupe de Minsk, puisque j'assume ces fonctions depuis novembre 2011 et au début juin de cette année, j'en aurai fini et je prendrai ma retraite. Donc ce que je vais vous dire n'engage que moi véritablement. Mais peut-être n'est-il pas non plus impossible d'essayer de partager avec vous une expérience de maintenant près de 3 années sur la médiation pour apporter à ce conflit du Haut-Karabakh un règlement pacifique, politique, négocié. Vous savez d'expérience que les historiens de part et d'autre qui s'intéressent à ce conflit ne peuvent pas rester trop longtemps à l'expression de positions équilibrées. On a beaucoup de littérature concernant ce conflit du Haut-Karabakh et ses possibles solutions. Rares sont les livres, il en existe toutefois, mais rares sont les livres qui sont véritablement bien documentés, équilibrés et qui échappent à la tentation partisane. Par contre, la littérature partisane, de part et d'autre, et il y a 3 partis en l'occurrence,
en la matière. Elle est très abondante, mais il n'est pas certain qu'elle nous apprenne tous les éléments dont on a besoin pour essayer de trouver raisonnablement de quoi rapprocher des positions qui sont très éloignées, vous le savez, vous l'imaginez. Alors d'abord, la dénomination. Il faut peut-être le rappeler. Le Haut-Karabakh, les linguistes vous diraient que ça se traduit en bon français par le Karabakh jardin noir. Pourquoi jardin noir? Tout simplement parce que au fil de l'histoire, et là presque millénaire, il s'est agi d'une terre qui a été toujours très disputée. Il y a eu beaucoup de luttes et beaucoup, malheureusement, de victimes et de morts ensevelies dans ce jardin noir, d'où cette dénomination. Il faudrait rappeler, mais je ne suis pas historien, je ne veux pas vous infliger une chronologie tout à fait rébarbative, mais il y a eu beaucoup d'invasions ottomanes et perses du XVe siècle à nos jours. Les Russes sont arrivés en 1813 dans cette région, et lorsque l'Empire russe, suite à la révolution bolchevique, s'est délité, s'est effondré, on a eu en 1918 des phénomènes d'indépendance qui ont affecté les divers États du Caucase du Sud. Voilà pour ce bref rappel historique. À l'époque, au Haut-Karabakh, d'après des statistiques certes impériales russes, mais enfin, il y aurait eu à peu près 75% d'Arméniens et 25% de Karabatsis d'origine azerbaïdjanaise. Ces États du Caucase du Sud, toujours dans la mouvance révolutionnaire, ont, à partir de 1919, août 1919, proclamé leur souveraineté, Azerbaïdjan, Arménie, etc. Puis, la révolution russe ayant produit l'Union soviétique, en 1920, celle-ci s'est incorporée le Caucase du Sud. Et nous retrouvons là un personnage considérable dans l'histoire de notre XXe siècle, qui est Staline, dans ses fonctions de commissaire aux nationalités. Et il a décidé, dans ces années 20, lui, d'attribuer le Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Vous savez que Staline, dans sa vie, a été tout à fait coutumier du fait de placer ça et là sur le territoire de l'ancien empire russe, de l'Union soviétique, et un peu d'Asie centrale aussi, et de l'Extrême-Orient soviétique, ce type de problème à retardement qui confiait la gestion administrativo-politique d'une population à une autre population voisine. Et il y a beaucoup de cadeaux comme cela empoisonnés de Staline, dont l'Union soviétique. On l'a bien vu au moment de la perestroïka avec Gorbatchev et la fin de l'Union soviétique en 91. Donc l'ancienne Union soviétique a hérité, et ça a provoqué autant de problèmes dont on a à s'occuper à l'époque actuelle. Plus près de nous, donc, l'époque gorbatchevienne, la fin de l'Union soviétique, de nouveau. J'aurais dû dire entre-temps que ce rattachement à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan a été contesté, même si ce n'était pas très, très fortement, mais par les Arméniens de l'Union soviétique, et qui ont demandé en plusieurs occasions à aux directions soviétiques concernées de bien vouloir revoir cette décision et de rattacher le Karabakh à la République socialiste soviétique d'Arménie. Toujours, cette demande a reçu des réponses négatives, y compris au moment de la fin de la perestroïka et de la fin de l'Union soviétique. Vous savez qu'à l'époque, ce vaste empire soviétique était soumis à des manifestations, on disait à Moscou à l'époque, de type séparatiste, et que donc pour tenter de préserver ce qui pouvait être de l'Union soviétique, Moscou, dans une première réaction, allait toujours à l'encontre de ces velléités séparatistes et de cette volonté de rattachement à une autre république. Et c'est pour ça que même Gorbatchev a envoyé à Bakou l'armée rouge,
et que l'armée rouge est intervenue violemment. En tout cas, il y a eu divers votes: indépendance Arménie, indépendance d'Azerbaïdjan, indépendance du Haut-Karabakh entre août et septembre 91. En novembre 91, l'Assemblée de la République socialiste d'Azerbaïdjan a révoqué le statut d'autonomie du Karabakh. En décembre 91, il y a eu de nouveau le référendum au Karabakh et une déclaration d'indépendance, et on a abouti au conflit qui, entre cette époque et le cessez-le-feu du 12 mai 1994, cessez-le-feu qui avait été conçu et proposé et poussé par la Russie à l'époque, ça a été même conclu à Bichkek, vous voyez, capitale kirghize, a fait quand même de trop nombreuses victimes. Alors là aussi, les divers historiens s'affrontent sur le nombre exact de victimes. Je ne veux pas me livrer à cette comptabilité macabre, mais il y a quand même eu plusieurs dizaines de milliers de morts et plus d'un million de personnes chassées de leur territoire, de leur maison, et qui sont devenues des personnes déplacées ou des réfugiés. Le principal groupe de ces personnes déplacées et réfugiées étant fait d'Azerbaïdjanais, mais il y a eu aussi une part importante payée par les réfugiés arméniens. Ça aboutit en mars 92, ce qui n'était pas encore l'OSCE, dont je suis un envoyé en ce moment, mais qui était la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, avait proposé une conférence pour régler cela et qui aurait dû se tenir à Minsk, d'où l'appellation groupe de Minsk. Mais la conférence n'a pas eu lieu, et c'est à partir de 1997 que cette CSCE, devenue OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à Budapest, elle avait décidé donc de la création de groupes de Minsk. Et en 1997, la France a succédé à la Finlande, parce que c'était à l'époque des coprésidences un peu tournantes, évolutives, et depuis ce moment-là, la France est, avec les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, un des 3 États coprésidents qui a le mandat de chercher, de travailler au terme d'un règlement politique négocié. Voilà, pour faire courte, une histoire très longue, très triste et très tragique. Monsieur le Président, vous avez bien voulu dire que je descendais de l'avion. Oui, je suis rentré ce matin de Bakou par le vol direct de Bakou-Paris. J'ai participé avec mes collègues donc des coprésidents du groupe de Minsk et avec l'ambassadeur polonais Kasperczyk, qui est le vétéran de ce groupe, mais lui en tant que représentant personnel de la présidence en exercice de l'OSCE. C'est une présidence annuelle, vous le savez peut-être. Donc cette année, M. Kasperczyk et son équipe représentent la présidence suisse, c'est-à-dire le président chef de la Confédération helvétique et ministre des Affaires étrangères, M. Burkhalter. L'an dernier, il était le représentant du ministre, à l'époque, c'était M. Kojara, du ministre ukrainien des Affaires étrangères, puisque en 2013, c'était l'Ukraine qui assumait cette présidence de l'OSCE. Donc nous sommes 3 coprésidents et un 4e, l'ambassadeur Kasperczyk, au titre de l'OSCE. C'est ça notre groupe. Kasperczyk est en plus la mémoire de cette négociation, car il occupe ce poste depuis, si je ne me trompe, 18 ans. Mais sans lui, nous serions un peu des observateurs qui n'auraient qu'un œil, qu'un bras et qu'une jambe. Donc on est vraiment très reconnaissant, non seulement de son apport, de sa présence, de son travail, mais de l'aide qu'il nous fournit. Alors, notre voyage, on va régulièrement dans la région, dans les États concernés, Arménie, Azerbaïdjan, et on va aussi au Haut-Karabakh avec régularité. On en revient cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire de la situation observée sur le terrain, là vraiment directement? Au Haut-Karabakh, et c'est notre visite là
correspond aussi, il faut bien le reconnaître, à des demandes constantes des autorités de l'Azerbaïdjan qui nous demandent, dans le cadre de notre mandat, d'aller voir ce qui se passe, comment ça se développe, etc. Alors, ce qu'on a vu, c'est, premièrement, que matériellement, il y a un certain léger progrès en ce qui concerne certaines infrastructures, reconstruction de bâtiments dans la ville capitale du Haut-Karabakh, qui s'appelle pour les Karabatsis d'origine arménienne Stepanakert et qui s'appelle pour les Karabatsis d'origine azerbaïdjanaise Kankendi, mais c'est la même ville. C'est une ville qui devrait compter aux environs maintenant de 54 000 habitants, qui a eu pendant la guerre des destructions considérables, qui sont petit à petit effacées. On reconstruit, on implante des immeubles, des habitations ou des bureaux nouveaux. Donc voilà, il y a une certaine amélioration du décor et des infrastructures. Pour ce qui est, on est au Haut-Karabakh, ce qui était l'oblast du Haut-Karabakh à l'époque soviétique. Donc là, pour ce qui est des territoires occupés autour du Haut-Karabakh et qui sont occupés pour l'essentiel d'entre eux 7 par des troupes arméniennes, mais pour 3 qu'on oublie, par des troupes azerbaïdjanaises. Donc là, les progrès sont vraiment plus lents et plus difficiles à constater. Il y a un peu de reconstruction de bâtiments, il y a un peu d'amélioration de certaines routes, oui, mais enfin ça reste difficile. Le financement de cela est assuré, nous dit-on, au Haut-Karabakh, principalement par des contributions de la diaspora arménienne. Et ce que l'on a observé de près, parce que ça c'est dans notre mandat, on y est très attentif, c'est est-ce qu'il y a une augmentation visible et considérable de la population dans ces territoires. Et notre réponse à l'issue de, donc pas seulement ce dernier voyage, mais de bien d'autres voyages d'études que nous avons fait auparavant, c'est non. C'est non. Le constat que des groupes précédents de coprésidence du groupe de Minsk avaient pu faire en 2010, ça tournait autour de 14 000. On n'a pas l'impression qu'on a beaucoup évolué dans ce chiffre. Voilà. Les autorités de Bakou nous posent souvent la question, vérifiez, allez voir si l'Arménie ne réinstallerait pas dans ces territoires occupés du Haut-Karabakh, autour du Haut-Karabakh, pardon, des réfugiés de Syrie, mais des gens d'origine arménienne de Syrie. C'est une question qu'on pose régulièrement à chacun de nos passages, Yerevan, Stepanakert, Kankendi, on nous la pose à Bakou aussi. Ce qu'on peut constater, c'est la réponse est négative. Non, il n'y a pas de réimplantation massive de réfugiés d'origine arménienne venant de Syrie. On nous dit, c'est le chiffre dont on dispose, qu'il y aurait une 60aine de familles autour du Haut-Karabakh, dans ces territoires. Par contre, ce qu'on peut un peu plus voir, c'est que temporairement, un certain nombre de réfugiés de Syrie ont été accueillis à Yerevan. Leurs enfants ont été scolarisés dans une école dont la langue d'enseignement n'est pas l'arménien, parce qu'ils parleraient très peu l'arménien, ces petits-enfants. Ils parleraient plutôt ou l'arabe, enfin je ne sais pas quel arabe on parle en Syrie, mais celui-là. Donc ils auraient des cours dans cette langue-là pour ne pas rompre leur éducation dans cette langue. Et ces familles ne resteraient que quelques mois en Arménie, le temps pour elles de retrouver des destinations d'accueil ailleurs en Europe, voire de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà ce qu'on nous dit. Autre point important de la situation là-haut, au Karabakh, c'est ça, tous les interlocuteurs, que ce soit Yerevan, au Karabakh ou à Bakou, nous avons vu le ministre de la Défense azerbaïdjanais, tous les interlocuteurs nous ont fait la même annonce, c'est leur inquiétude
de la relative augmentation des incidents violents de part et d'autre de la ligne de contact, ou parfois à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette ligne de contact, vous savez, donc autour du Haut-Karabakh et ses territoires occupés, c'est de mémoire 160 miles ou 280 et quelques kilomètres. Mais là, les positions arméniennes, karabatsi et azerbaïdjanaises sont assez proches. Le paysage que l'on voit, je ne porte pas de jugement, mais c'est assez comparable à ce qui a dû exister entre 1915 et 1918, réseau de tranchées, de barbelés, de casemates, de fortifications diverses et variées, donc qui a dû exister chez nous entre, en gros, la Champagne et la mer du Nord. Hein, c'est ça. Et là, il y a des tirs. En général, le fait de tireurs d'élite équipés d'armes extrêmement meurtrières, de longue portée, avec viseur, etc. Évidemment, les soldats de tous côtés se protègent de leur mieux. Ils sont dans ces tranchées, ils essayent de pas trop dépasser du haut de la tranchée, mais enfin, il y a quand même recrudescence des échanges de tirs. Ça, on le sait des commandants d'unités localement, parce que quand on franchit nous-mêmes à pied, c'était hier matin, la ligne de contact et ce réseau de tranchées, on a un briefing par les officiers qui commandent de part et d'autre. On leur demande ce qu'ils ont constaté comme violation du cessez-le-feu, qui, à leur avis, en a pris l'initiative, quelles victimes y a-t-il eu ou pas de victimes, combien de temps ça a duré. Enfin, on a tout un questionnaire très élaboré, on le fait à chaque fois. Bon, là, de tous côtés, ils nous disaient malheureusement, il y a un peu plus d'échanges de tirs, pas beaucoup de victimes. Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a fait état, lui, de 3 de ses soldats qui seraient décédés de tireurs d'élite depuis le mois de janvier. Côté arménien, on a fait également état de gens blessés ou tués. Mais ce qui était inquiétant, c'était la fréquence de ces tirs. Voilà, un peu plus élevée que d'habitude. Maintenant, voilà pour la situation sur le terrain, ce que l'on a pu voir. Un mot du développement de la négociation. Alors, non pas depuis l'origine jusqu'à nos jours, mais je voudrais devant vous dire que vous entendez, vous lisez probablement beaucoup de critiques contre l'activité des coprésidents du groupe de Minsk en tant que tel. On nous accuse d'être des touristes qui ne servons à rien, qui ne faisons rien, qui n'aboutissons à rien. Bon, je laisse à ceux qui portent ces critiques contre nous la responsabilité de les porter. Je vais vous dire, pour moi, elles sont totalement fausses, mal fondées et malvenues. Fausses parce que depuis 2011, je vais vous épargner le nombre des rencontres que nous avons eues de travail au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui sont nos interlocuteurs habituels et normaux d'après notre mandat, mais aussi du nombre d'entretiens que nous avons eus avec les chefs d'État d'Azerbaïdjan, d'Arménie et les autorités de fait du Haut-Karabakh. Ils ont un président de fait que nous voyons régulièrement. Donc c'est à peu près tous les 2 mois et demi qu'on les voit. Et on a quand même obtenu un certain nombre de résultats que je voudrais devant vous exposer. Premièrement, et à mes yeux c'est le plus important, au cours de ces 3 ans, le nombre des victimes de ces échanges de tirs, de part et d'autre de la ligne de contact ou de la ligne frontière, a quand même sérieusement diminué. On est passé de chiffres qui étaient 60 ou plus à l'année dernière à un chiffre de 12 ou 14 victimes, 2013. Bon, depuis cette année, les tirs sont un petit peu plus nombreux, je ne reviens pas, mais pour le moment, on n'a pas encore dépassé ce chiffre de victimes, ce qui est quand même, à nos yeux, modestement, une bonne chose. Deuxième résultat que nous avons obtenu, et là il est plus politique, le 19 novembre 2013, nous avons été capables de réunir les présidents d'Azerbaïdjan et d'Arménie à Vienne pour ce qui a été la première rencontre en tête-à-tête entre eux. Alors, selon
que l'on compte tête-à-tête réel, c'était depuis près de 5 ans, ou si l'on compte depuis leur dernière rencontre dans un cadre ménagé à l'époque par le président Medvedev, c'était à Sotchi en janvier 2012, donc ça fait depuis plus de 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, et en tête-à-tête depuis plus de 5 ans. Ils ont eu un long tête-à-tête, un long entretien. Ils n'ont besoin de personne, tous les deux s'expriment en russe. Et ils ont bien voulu, à la fin de ce long tête-à-tête, environ 80-90 minutes, nous faire appeler et nous présenter d'accord entre deux le résumé de leurs échanges. Ce résumé nous a été présenté par le président Aliyev d'Azerbaïdjan, mais devant et avec l'accord du président Sarkissian d'Arménie. Et en gros, voilà ce qu'ils nous ont dit dans ce résumé. Que premièrement, ça avait été un bon entretien. Ils ne le disent pas tout le temps. Ça paraît une platitude, je veux le rappeler. Deuxièmement, que pour la première fois depuis longtemps, l'un et l'autre avaient cru percevoir lors de cet entretien que l'autre était sérieusement intéressé à la négociation d'une solution politique possible. Ça paraît peut-être des platitudes, ça n'en est pas. Pourquoi ? Dans la difficulté de cette médiation que nous conduisons, l'obstacle numéro 1 auquel nous nous heurtons, c'est traditionnellement l'absence de confiance au plus haut niveau des États concernés. Pour la première fois depuis longtemps, je ne dis pas qu'ils avaient rétabli une confiance totale, mais l'un et l'autre étaient d'accord pour nous dire qu'il y avait peut-être chez l'un et chez l'autre la compréhension ou l'espoir que l'autre côté avait aussi cette intention d'aboutir. Bon. Troisième chose qu'ils nous ont dit extrêmement importante, ils ont devant nous, mais aussi devant leur ministre des Affaires étrangères, qu'ils avaient fait venir aussi après leur entretien, ils leur ont donné instruction de travailler avec nous sur 2 questions qui n'avaient, à leur avis, pas été suffisamment étudiées ou résolues, et qui sont celles du statut du Haut-Karabakh et deuxièmement du corridor qui doit relier, dans nos propositions de paix, le Haut-Karabakh à l'Arménie. Et depuis cette rencontre de Vienne, nous avons eu près de 10 rencontres de travail avec les ministres des Affaires étrangères sur ces sujets-là. Est-ce qu'on a fait des progrès considérables ? Malheureusement pas, parce que chacun des 2 ministres, c'est ma perception, très loyal à son président et aux instructions qu'il a reçues de son président, et, vous le pensez, extrêmement prudent dans la discussion de ces points, et ne veut pas être perçu de retour chez lui comme l'interlocuteur qui aurait fait des concessions inacceptables ou lâché quelque chose de trop important dans cette négociation. On est là. Alors c'est pas, parfois ça se passe assez bien, par moments il y a un peu plus de décibels, mais on travaille sur ces questions-là. Voilà. Et de part et d'autre, on peut percevoir que, si vous voulez, il y a je dirais, une méfiance un peu compréhensible et naturelle au niveau des ministres des Affaires étrangères. Ah, si j'autorise mon homologue à essayer de rouvrir d'autres points que ces 2 points indiqués par les présidents, je vais ouvrir une sorte de toboggan qui me mènera je ne sais pas où, donc prudence. Les raisons de ces difficultés. Premièrement, on retrouve, je l'ai déjà cité, l'obstacle important du manque de... non, je ne l'ai pas cité, pardon. Première raison, c'est le manque, dans le fond, de respect si je puis dire, des engagements pris. Parce qu'à Vienne, en complétant leur résumé, les 2 présidents nous avaient dit « Oui, nous nous sommes entendus pour, d'une part, ne pas céder à la tentation de la rhétorique hostile envers l'autre partie. Et deuxièmement, ils nous avaient dit « Et nous nous sommes entendus pour donner à nos
ministre de la Défense et à nos troupes l'instruction de ne pas ouvrir le feu contre l'autre côté. Une sorte de trêve, un peu, le général de Gaulle aurait dit de trêve des braves, non pas paix des braves, mais trêve des braves. Ces deux points-là, malheureusement, depuis Vienne, novembre 2013, n'ont pas été respectés. On a constaté de part et d'autre le recours à une rhétorique, disons, un peu plus hostile. Quand on en parle, et on en parle très directement aux deux chefs d'État, on n'est pas dans un job où on se fait des amis. Au contraire, on est amené à dire souvent et à l'un et à l'autre des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre et qui ne leur font pas plaisir. Mais c'est notre fonction. Donc évidemment, là, on a l'explication traditionnelle. Ah, mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre qui a dit que, à tel moment, moi je n'ai fait que répondre. Bon, je passe là-dessus, c'est comme ça. Et l'autre point qui n'a pas été non plus suivi des faits, et on le regrette, c'est justement cet ordre de ne pas ouvrir le feu. On fait toujours des tentatives, nous, on le propose tout le temps, autour des fêtes religieuses, par exemple pour que Noël, pour que Nowruz, pour que Pâques et que d'autres célébrations religieuses soient le moment où on s'abstient de tirer sur l'autre partie. On a aussi proposé, puisqu'on approchait de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi, que la trêve olympique, ça existe, soit aussi mise en œuvre. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Je ne veux pas dire quelle est la partie responsable. Vous pensez bien que l'une et l'autre vont vous dire c'est en face, c'est pas moi. Et ça, c'est un obstacle. L'autre obstacle, c'est, on l'a demandé dans les déclarations que nous faisons, nos présidents, nos chefs d'État, dans toutes leurs déclarations depuis 2009 jusqu'à maintenant, il y en a pratiquement une par an, hein, ont demandé aussi aux partis de faire preuve de bonne volonté politique pour aboutir au règlement et de préparer leur population à la paix et non pas à la guerre. Malheureusement, la rhétorique dont je parle va dans l'autre sens. Il y a aussi, de part et d'autre, évidemment, des mesures. Là, on n'a rien à dire, c'est légitime, ça fait partie de la souveraineté des États, mais des mesures qui sont prises pour renforcer les forces armées. Et vous l'avez mentionné, Monsieur le Ministre, l'effort du côté azerbaïdjanais est très important. Je citerai deux chiffres. Il y a quelques années, le budget azerbaïdjanais de la défense était de 178 millions de dollars. L'an dernier, si je mets sous le contrôle de son Excellence, le budget de la défense d'Azerbaïdjan était aux alentours de 3,7 milliards de dollars ou d'euros. Je ne me souviens plus très bien de l'unité de compte. Ça veut dire que le budget azerbaïdjanais de la défense tend à égaler le budget total de l'État arménien. Évidemment, l'Arménie ne reste pas inactive à cet égard et elle modernise aussi ses forces armées. Elle se procure du matériel aussi auprès de la Russie et d'autres fournisseurs, comme d'ailleurs l'Azerbaïdjan, hein, Russie, Israël, Corée, et j'en oublie probablement. Donc, ce qui nous préoccupe, encore une fois, je ne dis pas, je ne porte pas de jugement, c'est la prérogative des États de préparer leur défense. Mais ce qui nous préoccupe, c'est l'entassement d'armement dans la région. Ça ne contribue pas non plus à une atmosphère favorable à un règlement politique quand on a une pareille accumulation de matériel. Et il y a aussi, comme autre élément, à l'automne 2013, la nomination du nouveau ministre azerbaïdjanais de la Défense. Il est nouveau dans ses fonctions. Il entreprend la modernisation des forces armées de son pays. Jusque-là, rien à dire, c'est normal. Mais on peut aussi se dire qu'il a peut-être envie de faire ses preuves. Donc, ce n'est pas nécessairement un élément qui va dans le sens de l'apaisement aussi. L'Arménie, de son côté, je vous ai dit, son budget est moins important, mais elle fait quand même des efforts pour le développer, avec, nous dit-on, avec l'intention de maintenir une sorte d'équilibre stratégique. On nous dit pouvoir y arriver encore maintenant, mais ça devient d'année en année plus difficile. Et du côté Karabatsi, il y a un effort militaire aussi. On voit le ministre de la Défense de fait du Karabakh,
Et lui nous dit, moi, je me prépare à défendre le Karabakh. Voilà. Donc, le résultat de tout ça, manque de confiance au niveau politique. Hélas, on retombe un peu dans ce qu'on avait cru pouvoir surmonter à Vienne. D'autre part, au sein des populations, cela aussi, ça contribue pas à la confiance. D'un côté, en Azerbaïdjan, il doit y avoir, notamment dans les jeunes générations de militaires, cette idée que cette guerre, elle a été perdue, mais nous avons une revanche à prendre. De l'autre côté, il y a aussi, ça c'est pas très bon, ça peut se développer, en tout cas on croit le constater parfois, le sentiment que, pas question, on nous a attaqués, nous avons gagné, nous n'avons rien à céder. C'est pas bon non plus. Donc, et il y a peu ou pas assez à notre goût de contact entre les sociétés civiles. Dans notre travail, nous proposons bon nombre de mesures de confiance. Et vous savez qu'on informe un peu mieux les journalistes et qu'on ne les gaffe pas de propagande. Ce sera une bonne chose. Deuxièmement, que dans le fond, la jeunesse puisse trouver le moyen d'avoir de temps en temps des contacts. Parce que depuis 1994, il y a des nouvelles générations de part et d'autre qui ont grandi sans avoir jamais comme voisin de palier ou un Arménien ou un Azerbaïdjanais. Alors quelles idées peuvent-ils avoir à propos de ces populations? On se demande. On n'entend pas toujours des choses raisonnables ni encourageantes. On a, nous, dans notre mandat aussi, de prendre des contacts avec les représentants des sociétés civiles de part et d'autre, dans les trois parties, même si je puis dire. On le fait. Et là, on entend quand même des discours qui sont parfois, il est vrai, ça émane de gens peut-être plus âgés que la jeunesse dont je parlais, mais des discours qui sont plus favorables à une meilleure connaissance réciproque et pourquoi pas à essayer de recréer des relations qui seraient plus normales et moins antagonistes. Voilà. Donc vous avez compris, c'est un conflit difficile à résoudre. Mais je voudrais vous dire que dans l'histoire de cette longue négociation, il y a eu des moments où un accord était presque possible. On en voit en tout cas un premier dans les années 97-98, où là, il y avait des étapes proposées, retrait des territoires occupés, une mission de maintien de la paix de l'OSCE, des négociations sur le statut. À l'époque, c'était Haïdar Aliyev qui était chef d'État à Bakou et c'était Ter-Petrosyan qui était chef d'État à Yerevan. Là, il y a eu un refus Karabatsi, semble-t-il. On a eu une autre possibilité à l'automne 99 entre le président Haïdar Aliyev de nouveau et le nouveau président arménien qui était M. Kotcharyan. Là, c'est difficile de savoir exactement ce dont ils ont pu parler, mais il y avait peut-être eu une idée d'échange de territoire. Je n'en suis pas certain, je le cite avec point d'interrogation. Cette idée-là n'a pas plu et ça a donné lieu à des événements violents que vous connaissez, vous vous souvenez sûrement du côté arménien. Ensuite, il y a eu des tentatives sous l'impulsion du président Chirac. Et à Paris, on a essayé de bien préparer ce qui ensuite devait se dérouler à Key West en 2001. Ça n'a pas marché non plus. En 2007, le groupe de Minsk, les coprésidents de l'époque, ont mis sur la table des principes de base pour un règlement. Ils ont été revus en 2010, amendés. Et c'est un peu sur ces principes, ces 6 principes et ces trois grands principes internationaux qui sont le non-usage de la force, le respect du droit des peuples à l'autodétermination et le respect de l'intégrité territoriale, plus nos 6 éléments. C'est un peu là-dessus qu'on travaille depuis lors. Ça a failli marcher à Kazagne, en Russie, sous l'impulsion du président Medvedev, et puis non, ça n'a pas pris. Et 2011, pardon, j'avais dit 2010 à tort.
On a repris cela à Sotchi, toujours à l'invitation du président Medvedev. Et puis, novembre 2013, j'en ai parlé, c'était sur la table aussi. Donc, conflit difficile à résoudre, mais critique absolument injustifiée quand on dit ce groupe de Minsk ne fait rien, ne propose rien et n'aboutit à rien. Non. Les éléments d'un règlement intelligent, négocié et profitable à toutes les parties sont sur la table, mais on se heurte au manque de volonté politique des parties de les prendre à leur compte et de chercher à les mettre en œuvre. Il faut dire un mot aussi dans cette négociation autour du conflit du Haut-Karabakh, du rôle respectif des puissances concernées, à la fois les États qui sont coprésidents, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique et la République française, mais aussi peut-être d'autres puissances régionales, comme par exemple la Turquie. Je vais être très bref là-dessus. On accuse souvent la Russie de vouloir maintenir ce statu quo parce que ça serait de son intérêt. C'est vrai qu'elle a des relations, elle essaye d'améliorer avec les deux parties, elle vend des armes, bon, pourquoi pas, et elle a de l'influence dans la région. En réalité, il est vrai aussi que la Russie a avec l'Arménie un accord de défense, que la Russie entretient sur le territoire de l'Arménie, dans la ville de Goumri, une importante base militaire, une composante aérienne et terrestre. Mais la Russie n'est pas inerte du côté azerbaïdjanais, a été très remarquée au mois d'août de l'année dernière, la visite à Bakou du président Poutine, visite donc faite au président Aliyev, qui était lui-même en campagne électorale pour sa réélection. Donc ce n'était pas vain comme visite. Et vous savez bien que l'Azerbaïdjan est un État important pour la production et la vente de produits énergétiques, la Russie aussi, donc ils ont là aussi de quoi discuter. Les États-Unis d'Amérique ont des relations avec les deux parties aussi. Il est visible que pour les États-Unis d'Amérique, cette région du Caucase Sud elle est aussi considérée du point de vue de la problématique énergétique. C'est tout de même pas un hasard si a été désigné comme ambassadeur des États-Unis il y a combien? 1 an et demi maintenant, à Bakou, M. Morningstar, que j'ai connu pour ma part comme le plénipotentiaire américain dans la région CEI pour toutes les questions énergétiques. Quant à la République française, vous avez vu récemment que le président de la République, M. François Hollande, a visité Bakou, Yerevan et Tbilissi. C'était à partir du 11-12 mai. Donc, la France développe ses relations avec les États concernés. Nous avons une bonne relation avec la République d'Arménie. Il y a pour cela des raisons historiques, mais pas seulement. Mais nous avons aussi avec la République d'Azerbaïdjan des relations qui sont en développement important parce que nous considérons aussi le rôle important que joue l'Azerbaïdjan dans cette politique régionale et aussi sur la question des énergies. La Turquie, c'est peut-être plus difficile pour un Français de parler de la politique turque. On est toujours suspect de mauvaises intentions et idées à leur encontre. Mais il faut rappeler 2 éléments importants. Les relations arméno-turques sont difficiles, la frontière est fermée. Premier point. Deuxième point, tout de même, ont été négociés, et ça avait abouti en 2009, les protocoles de Zurich, signés par les 2 ministres des Affaires étrangères, M. Davutoglu pour la République turque, M. Nalbandian pour la République d'Arménie. Ils sont très précis, ces protocoles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en lire les textes, mais 1. Rétablissement des relations diplomatiques entre les 2 pays, c'est signé. 2. Il y a toute une série de mesures, elles sont une quinzaine de mémoire, avec, ce qui est un signe plus important encore,
un calendrier de mise en œuvre qui avait été signé et qui aurait dû, dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels, mais échanges entre sociétés, etc., qui aurait dû être mis en œuvre. Et puis, la Turquie a renoncé à le faire, bien qu'elle ait signé ces textes au niveau de son ministre, parce qu'elle a réintroduit une demande probablement azerbaïdjanaise. Ah non, on ne bougera pas tant que le conflit du Haut-Karabakh ne sera pas réglé. Donc voilà où on en est. À partir de cette présentation, quels sont, pour un observateur comme moi, et encore une fois, je ne parle qu'à titre personnel, j'essaye de rendre compte de mon expérience de près de 3 ans sur ce dossier. Quels sont les scénarios envisageables? Alors celui dont on entend le plus parler, pas vraiment dans la région, mais autour, c'est évidemment la crainte d'une reprise des hostilités. Alors, ce qu'on nous dit sur place ne nous fait pas croire à cette crainte. Pourquoi? À Bakou, poser la question, le président, le ministre des Affaires étrangères nous disent « ce n'est pas ma politique ». Ce n'est pas ma politique, et ils ajoutent « et nous aurions beaucoup à perdre si nous choisissions cette variante ». Nous aurions beaucoup à perdre quoi? Un, le développement économique très fort de l'Azerbaïdjan. C'est des taux dont on rêve en Europe, hein. C'est entre 6 et 9 d'année en année, à peu près. Donc, non, ils auraient à perdre ça. Deuxièmement, l'Azerbaïdjan travaille à présenter son image internationale de manière positive. Et évidemment, décider d'une politique de reprise des hostilités viendrait contrecarrer cet effort. Et je vous signale que l'Azerbaïdjan a obtenu, c'est une première en Europe, l'organisation pour l'été prochain 2015 de la première édition, je ne savais pas que ça existait ainsi, mais des Jeux olympiques, enfin version européenne des Jeux olympiques. Et quand vous êtes à Bakou, vous voyez que les travaux ont été lancés, de réfection des stades qui existaient, de construction d'un stade important qui n'existait pas, d'équipement et de construction de la cité qui servira à abriter les athlètes qui viendront pour ces Jeux. Donc on nous explique qu'on ne va pas faire tout cela, se préparer, et puis tout casser en faisant une politique différente. En Arménie, on nous dit non, on n'a pas de velléité de rouvrir les hostilités, mais évidemment, si on nous cherche, on nous trouve, et on a le droit de se défendre. Et au Karabakh, c'est un peu le même raisonnement que l'on nous donne. Non, non, si on nous attaque, on se défendra, on pense être capable de le faire, mais surtout au Karabakh, on nous dit, nous souhaitons développer nos liens avec l'extérieur et, dans le fond, aller un peu contre l'isolement qui nous est imposé. Voilà. Alors, si ce n'est pas le scénario de reprise des hostilités, il y a peut-être une autre hypothèse. Est-ce qu'on reste, deuxième hypothèse, est-ce qu'on resterait dans ce scénario ni paix ni guerre, mais incident fréquent sur la ligne de contact ou à la frontière entre les deux États? Ça, c'est peut-être pas impossible. Pourquoi? On nous explique du côté azerbaïdjanais, écoutez, tant que, alors on ne va pas chipoter sur les chiffres, 10, 14 ou 20% de mon territoire demeure sous occupation étrangère, vous ne pouvez pas compter sur nous pour rendre cette occupation étrangère plus facile, d'où les incidents parfois sur la ligne de contact et à la frontière. D'autre part, on nous explique à Bakou qu'il y a un pari sur la durée qui est fait. La démographie azerbaïdjanaise est forte. Il y a une différence de population déjà. Vous avez quoi, 9 millions de citoyens en ce moment, hein? En Arménie, on a entre 2,5 millions, 3 millions, enfin il n'y a pas eu de recensement de quelque temps, mais donc il y a une différence déjà démographique. On nous explique aussi qu'il y a une différence de développement économique. J'ai fait état du taux de développement côté azéri, était assez fort. L'Arménie se développe et se développe pas mal, mais le taux
relevé est moindre, c'est dans les 3%. Et puis, donc, peut-être y a-t-il côté azerbaïdjanais un pari qu'à terme, l'Arménie devra reconsidérer ses positions et céder sur certains points. Du côté arménien, on nous dit accepter les propositions faites par le groupe de Minsk et mises sur la table pour un règlement négocié. On nous dit regretter que l'Azerbaïdjan ne les accepte pas autant. Mais l'Arménie insiste sur qu'un accord soit obtenu sur les principes de base qui sont sur la table. C'est vrai, parce qu'on peut comprendre ce point de vue, dire, attendez, vous voulez aboutir à un accord de paix raisonnablement négocié, mais nous voulons savoir sur la base de quels principes on va le produire, cet accord. L'Azerbaïdjan n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, nous dit maintenant, écoutez, ces principes de base, on ne les refuse pas, mais ce n'est pas ça qu'on veut signer. Nous, ce qu'on veut signer, c'est un projet de règlement politique négocié. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres éléments qu'il faudra un jour faire entrer dans ce débat. On n'y est pas encore parvenu, mais il y a une troisième partie dont on parle pas souvent, mais c'est ces autorités de fait et la population du Haut-Karabakh. On ne pourra pas un jour, à un moment d'un accord final, décider de leur sort sans leur demander quand même un peu leur avis. Alors ça, c'est une position qui ne plaît pas beaucoup aux autorités de l'Azerbaïdjan, on peut le comprendre, et elles nous disent, si vous introduisez cette tierce partie dans la négociation, attendez-vous à ce que nous demandions, nous, légitimement, que les Karabatsis d'origine azerbaïdjanaise, qui ont été chassés de leur territoire, soient aussi partie à cette discussion. Alors, il y a aussi la question très importante, dans nos principes, on le met en tête, retour des territoires occupés, à un moment donné. Alors là, est-ce qu'il s'agit de tous, 7? Est-ce qu'il s'agit d'abord de quelques-uns? Est-ce qu'il s'agit de 5 plus 2? Enfin, là, les discussions sont difficiles, mais il faut en parler. Est-ce que ce retour des territoires occupés devrait se produire avant que soit décidé le statut intérimaire, puis décidé du moment où le statut final du Haut-Karabakh sera abouti, ou non? Là aussi, les partis ont des positions tout à fait divergentes à ce sujet. On essaye de les rapprocher. Les Karabatsis voudraient, je l'ai déjà dit, être à un moment donné réintroduits dans les discussions. Vous savez peut-être qu'historiquement ils l'ont été, et puis à un moment donné ils ne l'ont plus été. C'était sous le président Kotcharyan. Et surtout, partout se pose la question, comment est-ce que les pouvoirs en place peuvent présenter et faire accepter à leurs opinions internes ces éléments de règlement? Là, c'est normal, dans toute négociation sur une fin de conflit, il y a ce facteur intérieur extrêmement important, et ça, c'est aux autorités concernées de faire l'effort d'explication et de persuasion. Nous, on le fait auprès d'elles, mais voilà, c'est à elles de décider. Donc, je voulais vous montrer que les efforts que nous faisons au sein du groupe de Minsk sont constants et ont quand même abouti à un certain nombre de résultats. La baisse des victimes étant quelque chose quand même qui nous paraît important, du nombre des victimes. Mais on peut aussi se demander dans cette affaire quel peut être l'impact des événements survenus ailleurs, et notamment en Ukraine et autour de l'Ukraine, sur ce conflit. Vous pensez bien qu'il y a une partie qui doit regarder le soi-disant référendum qui a eu lieu en Crimée avec des yeux un peu plus favorables que l'autre. Vous pensez bien aussi que il y a une autre partie qui doit avoir peur ou redouter quand même la position prise actuellement par la Russie et se demander mais jusqu'où va aller la Russie dans cette affaire ukrainienne, hein? Donc ça influe aussi nécessairement sur les positions des partis.
ça a aussi une conséquence sur notre organisation, l'OSCE. Vous voyez bien qu'actuellement, la plus grande partie de ces moyens sont mobilisés pour essayer d'apporter l'aide possible à cette situation en Ukraine, la préparation des élections présidentielles ukrainiennes qui auront lieu dimanche 25, par parenthèse, coïncidence avec la date de nos élections pour le Parlement européen. Donc voilà un certain nombre de problèmes qui sont sur notre route. Ce que je voulais dire en conclusion, ce règlement difficile, les positions des partis sont éloignées, on travaille à essayer de les rapprocher, mais ce n'est pas impossible. Mais non plus, ça n'est pas une question de format. Vous entendez beaucoup de critiques, malheureusement parfois venant des partis concernés, sur le format de négociation lui-même. Mais ce n'est pas ça qui est en cause. Et d'ailleurs, les chefs d'État nous le disent. On continue à travailler avec ce groupe de Minsk. Mais le reproche qui est adressé à l'OSCE, au groupe de Minsk, c'est dans le fond d'être insuffisamment directif pour tenter d'imposer à l'une et l'autre des parties des rapprochements qui permettraient d'ouvrir la voie à la solution négociée. C'est très bien de nous reprocher ça, on peut comprendre, mais c'est oublier un élément important. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe fonctionne sur la base du consensus. Ça veut dire que sur les 57 États membres, si un seul n'exprime pas d'accord, il ne peut pas y avoir de décision arrêtée. Voilà. J'aurais dû dire un mot peut-être du rôle que pourrait jouer l'Union européenne. Nous sommes tous citoyens d'un État membre de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de mandat de négociation pour aboutir à cette paix. Ça, c'est clair. C'est le groupe de Minsk, les 3 États coprésidents qui ont ce mandat et qui y sont fidèles. Par contre, en appui de certaines de nos propositions de règlement, on pourrait, et j'ai essayé de le faire pour ma modeste part, essayer de voir du côté de l'Union européenne quel soutien économique et financier pourrait être donné. Il y a dans les mesures de confiance entre sociétés dont j'ai parlé, et il y a aussi dans des mesures de confiance que nous pensons nécessaire de mettre en œuvre, que certaines autorités locales de part et d'autre de la ligne de contact pensent aussi nécessaire de promouvoir, comme par exemple la fourniture d'eau ou la fourniture d'électricité. Les infrastructures en matière hydroélectrique, elles datent de l'ex-Union soviétique. Ça veut dire que le réservoir d'eau peut être d'un côté de la ligne de contact et le village ou la ville qui a besoin et de l'eau et de l'électricité se trouvait de l'autre côté. On a proposé ça plusieurs fois. Il y a 2 ans, on nous a fait mauvais accueil. Non, oubliez. Il y a 1 an, les gouverneurs des régions concernées n'étaient plus du même avis et nous ont demandé « mais est-ce que vous ne pouvez pas nous aider pour cela ?» On y travaille. Dans la mission qu'on vient de faire, on a fait une visite justement à ce sujet au barrage de Sarsang, qui est, comme par hasard, du côté territoire occupé, mais qui dessert toute la région. On a vu qu'il était relativement bien entretenu. On a vu aussi, on nous a expliqué qu'on est maintenant à la saison où il faut le remplir et que quand on va s'approcher de l'automne et de l'hiver, on va petit à petit le vider pour produire de l'électricité. Donc voilà ce genre de problème qu'on essaye aussi de régler dans le cours de notre négociation. J'ai été long, je vous prie de m'excuser. Je m'arrête là, mais merci de votre attention. Et puis je suis tout à votre disposition si d'aventure vous aviez des questions. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci surtout pour votre sérénité et j'oserais dire objectivité. Alors, nous pouvons maintenant vous dire que vous saviez déjà qu'était présent Ohannes Gevorkian, représentant du Haut-Karabakh, monsieur Vagan Atabekian, qui représente l'ambassadeur d'Arménie, son Excellence Vigen Tchétchétchian, mais nous avons l'ambassadeur d'Azerbaïdjan qui s'est invité tout à l'heure et avec l'accord de monsieur Faure, nous avons dit, bah oui, très bien.
Alors, on vous propose d'abord vous poser vos questions, et puis après, nos officiels pourront intervenir pour corriger éventuellement ce qui a été dit, pas trop s'il vous plaît, par M. Faure ou par des intervenants. Voilà, vous avez un vrai cocktail ce soir. Hein. C'est l'ONU ici. Alors, à vous les premières questions. Vous levez la main et vous vous annoncez, s'il vous plaît. Bonjour. Appuyez sur le... Ah oui, je vais éteindre. Voilà. Bonjour, Francis Cuisinier. J'ai d'abord un constat et ensuite une question. Le constat, c'est sur le rôle de la Russie. Dans le groupe de Minsk, l'objectivité de la France, je pense, ne fait pas trop de doute. Par contre, côté Russie, il y a un autre problème. Le vote qui a eu lieu à l'ONU récemment, condamnant l'annexion de la Crimée, a clairement montré que l'Arménie a voté contre la condamnation de l'annexion. Donc c'est aligné parmi 11 pays sur la Russie. Par contre, l'Azerbaïdjan a voté pour cette résolution. Donc, c'est clairement opposé à la Russie. Donc, la Russie a un intérêt personnel dans cette négociation à mettre l'Azerbaïdjan dans le rang, dans la mesure où, effectivement, l'Azerbaïdjan montre une volonté d'indépendance par rapport à la volonté russe très affirmée et de plus en plus affirmée de piloter tous les pays autour de son territoire. Bon, maintenant la question. Pour l'OSCE, il y a quand même eu des otages qui ont été pris dans l'est de l'Ukraine d'observateurs de l'OSCE. La personne et les personnes responsables ne sont pas les pro-russes, comme on dit. C'est un monsieur dont j'ai la photo, qui est un colonel du GRU, qui anime les forces en Ukraine. Voilà, c'est lui, ce monsieur-là, hein, qui est très connu. Et donc, il faut qu'on arrête de nous dire que la Russie n'intervient pas. Donc la Russie est directement responsable de la prise d'otage de l'OSCE. La Russie, également, a interdit aux observateurs de l'OSCE d'être en Crimée. Qu'est-ce que va faire la Russie d'ici dimanche? On ne sait pas. Est-ce que ça va être un attentat ou autre? On ne sait pas. Donc, ma question est la suivante. En 1992, l'OSCE avait décidé d'exclure temporairement la fédération de Yougoslavie, c'est-à-dire la Serbie et le Monténégro, à cause de comportements d'agression vis-à-vis de ses voisins et d'atteinte aux droits humains. Est-ce que l'OSCE va être en mesure de faire des démarches qui vont vers une suspension temporaire de la Russie qui a des comportements inacceptables vis-à-vis des règles et de la déontologie de l'OSCE? Entre Azerbaïdjan et Arménie séparés, c'est les songeaux pas trop clairs. Ils vendent les armes. Natalia Genté, je suis traductrice langue russe-ukrainienne. J'habite ici, Moulineau. C'est pareil aussi les problèmes, rôle de Russie entre ces deux pays qui déjà durent 22 ans, qui pas trop clair, et ils vendent les armes à un côté les autres, il ne va pas jamais faire aucune démarche pour les rapprocher ces deux pays. Par contre, il a tous les atouts pour faire ça, et économique et politique. Voilà, question, je confirme les questions. Est-ce qu'il y a possibilité de suspendre cet agresseur qui maintenant, dans l'Ukraine, il fait pareil qu'il a fait à Azerbaïdjan et Arménie? Monsieur l'ambassadeur, compte tenu de votre statut et quand on met en cause l'OSCE, est-ce que vous pouvez répondre? Bon, tout d'abord, je vous remercie l'un et l'autre pour vos questions.
pour ce que l'OSCE peut et doit décider, je vous ai répondu par avance. C'est bien au-delà de ma faible compétence. C'est une organisation qui décide par mode de consensus. Et voilà, tout est dit là. Est-ce que maintenant elle peut décider de suspendre un de ses membres fait par le passé? Bon, ça, je ne sais pas. Ça. Oui, c'était comment dit-on, la méthode qu'on avait acceptée à l'époque. Est-ce qu'elle serait acceptée maintenant? J'ai quelques doutes, mais ça me dépasse complètement. Là, je peux pas répondre là-dessus. Quand vous parlez de l'objectivité de la Russie dans cette négociation, là, je peux essayer de vous dire quelque chose. Ce qui est très frappant, c'est premièrement, et bon, vu mon âge, je suis un vieux fonctionnaire qui a longtemps travaillé dans un contexte de guerre froide, à l'âge de ses artères, il m'était, il y a très longtemps, difficile d'imaginer que je pouvais travailler de manière transparente et confiante avec des collègues à l'époque soviétique. Ça paraissait un peu délicat et difficile. Je dois dire, prenez-moi pour un naïf, ne le croyez pas, mais je dois dire que sur ce dossier, ce que nous faisons, c'est un travail de groupe. Notre expression est une expression de groupe. On met nos déclarations sur le site web de l'OSCE à chacun de nos voyages. Vous avez dû lire, certainement vous, monsieur l'ambassadeur, mais d'autres ont dû lire ce qu'on a fait à propos du voyage dont je reviens aujourd'hui. On l'a déjà mis à Vienne. Donc on fait vraiment un travail d'équipe là-dessus et on a bien conscience que c'est important de conserver cette unité et cette solidité du travail d'équipe parce que dans l'histoire de la négociation, je n'accuse personne précisément, mais je sais de quoi je parle. Il y a eu de part et d'autre des tentatives répétées pour essayer de mettre fin à cette unité et de faire prévaloir tel point de vue sur tel autre. Donc non, nous savons que c'est un atout dans notre travail et dans notre négociation que notre groupe reste uni. Et c'est assez remarquable que jusqu'ici, nous n'avons jamais cédé à la facilité de discuter entre nous de ce qui se passe ailleurs. On est concentré sur cette affaire, c'est assez difficile, c'est sérieux, ça concerne des États qui ont besoin et qui ont le droit de vivre en paix et de donner à leur population tous les éléments de développement, surtout à la jeune génération. Je m'arrête là. Merci, monsieur l'ambassadeur. Autre question? Micro et annoncez-vous. Oui, Jean-Pierre Calégaro, citoyen IC1 et ancien militaire de carrière. Ma question est toute simple. Ma question est toute simple. Que fait l'ONU ou qu'aurait pu faire l'ONU dans ce conflit? Je veux bien comprendre que l'OSCE a la charge du dossier. Donc peut-être que ma question n'est pas pertinente. Merci de votre question, monsieur. Non, elle est pertinente. L'ONU a fait quelque chose. C'est en 93, si ma mémoire est bonne, que l'Organisation des Nations Unies a voté 4 résolutions pertinentes pour le conflit du Haut-Karabakh. Mais il s'agissait à l'époque de résolutions visant à instaurer un cessez-le-feu. En 93, on était encore dans la violence et les combats. Et donc, il y a eu ces 4 résolutions, surtout pour un cessez-le-feu. L'Azerbaïdjan ajoute dans sa lecture de ces 4 résolutions qu'elle parlait aussi, ce qui est formellement vrai, mais ce n'était pas l'objectif principal à l'époque, vu les combats, de l'évacuation des territoires occupés. C'est vrai, c'est dans les formules retenues à l'époque, mais voilà ce qu'a fait l'Organisation des Nations Unies. Il y a une autre, dans la famille des Nations Unies, on travaille très étroitement aussi avec le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, voilà ce qu'elle fait, mais la médiation, c'est l'OSCE, le groupe de Minsk, qui l'ont, d'après leur mandat. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Autre question? Annoncez-vous. Buenas, Albert.
Il se trouve, monsieur l'ambassadeur, que je suis un ancien membre de l'OSCE en Moldavie pendant 2 ans. Moldavie Transnistrie, en fait, hein, enfin, la Moldavie dans son entité. Alors, je n'ai pas ressenti dans vos... enfin, je vous remercie d'abord pour cet exposé très complet hein, et très détaillé, mais je n'ai pas ressenti dans ce pays concerné, enfin, 2 pays concernés, le rouleau compresseur que j'ai pu sentir en Moldavie et en Transnistrie, à la fois par l'ambassadeur de Russe en place à Chisinau, et puis le rôle de l'ambassadeur itinérant. Je dois dire que tout ce que j'ai pu percevoir avec mon ambassadeur américain, puisque l'un est toujours américain à Chisinau, et en Arménie, c'est toujours un ambassadeur russe, comme vous avez noté. Hein. Et effectivement, à la fois cette cohésion entre l'OSCE et son représentant permanent, hein, il avait une culture telle que, bon, ils se sont tout de suite compris très facilement. Mais, alors, je dois quand même nuancer, c'est pas la même chose en Moldavie, puisque la population à protéger, elle est russe, hein, en Transnistrie, essentiellement russe ou ukrainienne, et accessoirement bulgare et moldave. Alors, donc, en fait, j'ai pratiquement la réponse à ma question en raisonnant ouvertement, parce que les populations ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Alors, je saute quand même sur la partie Caucase. Si vous déplacez des gens qui veulent revenir chez vous, alors j'ai le cas précis des Géorgiens qui étaient en Abkhazie, les Abkhazes ne veulent plus un retour des Géorgiens chez eux. Hein, donc, en fait, cette situation est assez bloquée. Voilà, merci beaucoup. J'ai formulé ma réponse moi-même. Je peux faire juste un mot de commentaire sur cette question qui est pour nous vraiment au centre de notre attention. Retour des personnes déplacées et réfugiées. On a inscrit dans nos éléments de règlement. C'est un droit imprescriptible. Simplement, ce qu'on explique aussi aux autorités concernées, c'est que, vu les destructions qui ont suivi cette guerre, c'est un retour qu'il faut préparer méthodiquement. Vous n'allez pas renvoyer des gens dans des endroits qui sont encore partiellement minés. Vous n'allez pas renvoyer des gens vivre là où la fourniture d'eau et d'électricité est incomplètement assurée, et vous n'allez pas les renvoyer, ces pauvres malheureux, pour leur dire allez dormir sous les étoiles, votre maison n'a plus de toit, n'a plus de fenêtre, n'a plus de porte. Il faut préparer ce retour, et c'est dans nos éléments de négociation, et c'est ce qu'on répète constamment aux autorités concernées, qui, je dois dire, en conviennent tout à fait. Elles prennent évidemment bonne note de ce point, droit de retour des réfugiés et des personnes déplacées sur leur lieu d'existence précédente, mais pas demain matin et pas n'importe comment, après un travail préparatoire sérieux. Voilà. Oui, Gilles Pernet, IC1. Alors, merci, monsieur l'ambassadeur. On s'aperçoit que les Russes dans le Caucase, non, ont refusé de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Ils ont reconnu très rapidement l'indépendance de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Vous avez évoqué leur rôle en Ukraine. La Transnistrie a été nommée également par Albert Moinard. Quel est le fil directeur de la politique russe dans cette Europe du Sud-Est, d'après vous? Vous m'embarrassez. Je vous remercie de votre question, mais vous m'embarrassez beaucoup. Je suis pas russe. Je suis pas du tout autorisé à parler au nom de la Fédération de Russie. Je regrette simplement l'absence de mon coprésident russe. Il aurait été beaucoup plus compétent que moi pour vous dire. Non, le fil directeur, vous savez, c'est un État qui est historiquement dans cette zone influent et qui entend le rester. Voilà ce que je peux dire. Mais au-delà, je préfère me taire. Alors, je ne vous apprendrai rien. En politique, il y a les intérêts économiques et les intérêts géostratégiques qui vont souvent ensemble. Lorsque quelques années auparavant, le président Bush a fait son premier voyage
en Ukraine, puis en Géorgie, je me suis posé la question, il y a quelque chose qui se prépare en sous-main. Et aujourd'hui, avec l'évolution qu'il y a dans cette partie du monde, il se vérifie de plus en plus qu'il y a des intérêts qui sont cachés. Malheureusement, l'Arménie est enclavée. Elle n'a pas, par rapport à Israël qui a une voie de sortie, c'est-à-dire la mer, l'Arménie est totalement enclavée. L'Arménie a tout intérêt à être bien, à avoir de bonnes relations avec la Russie. Si la Russie s'affaiblissait, ça serait la fin de l'Arménie. D'ailleurs, le génocide arménien de 1915 a eu lieu avec la révolution soviétique, où l'armée russe n'a pas pu intervenir. Et ce que attendent aujourd'hui les Turcs et ses amis, c'est l'affaiblissement de la Russie. Et là-dessus, je suis assez... j'ai assez peur que la Russie cède sur certains projets. Par exemple, ce qui s'est passé au Kosovo. Le Kosovo était majoritairement peuplé d'orthodoxes, c'est-à-dire des chrétiens. Au sud, l'Albanie, majoritairement musulmans, ont mis une telle pagaille au Kosovo que petit à petit, ces gens-là sont partis et aujourd'hui, le Kosovo est devenu majoritairement musulman. Voilà. Il y a un problème de religion qui se joue. Je suis parfaitement conscient que l'Azerbaïdjan n'est pas très pressé à régler ces problèmes du Haut-Karabakh. Que Gorbatchev disait, pourquoi vous appelez ça Karabakh? Le vrai nom, c'est Artsakh. Vous voyez? Et ils ne sont pas pressés. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient bien que l'Empire russe s'effondre. Ils voudraient bien, ça c'est leur objectif. Et à ce moment-là, l'Arménie ne tiendrait pas le coup. Si l'Arménie aujourd'hui, l'Artsakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh, tient encore le coup, c'est parce qu'il y a quand même l'armée russe qui est dans la région, qui protège l'Arménie. S'il n'y aurait pas cette protection, ça ferait longtemps qu'ils envahiraient. Par contre, la Turquie est également impliquée dans cette histoire. À savoir qu'au congrès, au sommet d'Helsinki, lorsqu'il a été envisagé qu'on pouvait ouvrir les négociations pour faire l'entrée de la Turquie dans l'Europe, le Premier ministre de l'époque turc avait dit « L'Europe va s'étendre plus à l'est ». Alors, il cite le Caucase, il cite l'Azerbaïdjan, il cite l'Asie, puis le reste de l'Asie. Tout en sachant que dans le Caucase, il y a deux pays chrétiens qui sont la Géorgie et l'Arménie. Donc l'objectif de la Turquie, c'est de mettre la pagaille dans cette région pour pouvoir reconstruire l'ancien empire ottoman, cette fois-ci en beaucoup plus grand, allant de l'Atlantique aux confins de l'Extrême-Orient. Et la partie pour laquelle aujourd'hui on parle, qui a ce débat, la partie de l'Artsakh, c'est-à-dire, c'est un tout petit problème. Le problème est beaucoup plus important. Évidemment, le groupe de Minsk, ça fait des années qu'il travaille sur ce problème. Bon, comme vous l'avez dit, on vous a beaucoup critiqué, mais en fait, vous avez fait quand même des actions dans les limites où vous pouviez le faire, parce que vous n'avez pas tous les moyens aussi pour le faire également. Bon, j'avais écrit également à M. Ban Ki-moon sur ce problème, dont je pourrais vous laisser une photocopie, sur les objectifs qu'ont les Européens, les Turcs et la Russie qui est impliquée dans cette affaire. Moi, je m'aperçois qu'aujourd'hui, on est en train de mener les gens par le bout du nez, de les faire patienter, qui perdent patience, et arriver à un moment où, si la Russie s'effondrait, bon, comme jadis, on a cru que l'URSS s'effondrait, et c'est pas tout à fait effondré, elle a changé de nom, c'est tout. Hein. Bon, et si la Russie s'effondrait, ça serait la fin de l'Artsakh et également de l'Arménie. Voilà. C'est pour ça que nous sommes très conscients qu'il faut absolument soutenir la Russie.
que vous faisiez avant dans votre vie civile? Vous étiez professeur? Non, je n'étais pas professeur, mais je me suis toujours intéressé à l'histoire, Oui, mais c'est à remarquable. l'automobile, etc., tout ça. Vous voyez, sur Yalta, j'ai des livres sur Yalta, tout ça. Bon, la conférence de Yalta qui est très importante, qui s'est déroulée du 7 au 11 février 1945, où les présidents américains, russes et anglais étaient venus. Les Français, faisant partie disons, des Alliés, n'avaient pas été invités et De Gaulle l'avait très mal pris, ça. Bon. Et ce qui s'est passé à Yalta, aujourd'hui, on voit les conséquences. L'Allemagne va tirer, disons, un intérêt dans cette question-là. Parce qu'aux accords de Yalta, on a déplacé des territoires. Par exemple, la Pologne. La Pologne de l'Est a été donnée en partie à l'Ukraine, qui était sous domination soviétique, et on a donné une partie de l'Allemagne de l'Est à la Pologne. Et si aujourd'hui l'Ukraine deviendrait un pays très affaibli et très séparé de la Russie, ça serait une opportunité pour l'Allemagne de reconquérir ces territoires perdus. C'est pour ça que dans cette histoire, il n'y a pas que le problème du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Tous les problèmes sont liés ensemble et le point culminant de tout ça, c'est la Russie. La Russie, il ne faut pas qu'elle s'affaiblisse. Voilà. Si la Russie s'affaiblissait, ça serait la fin. Monsieur l'ambassadeur, un commentaire? Il y en a d'autres là qui pourront intervenir. Monsieur, merci, mais vous avez évoqué beaucoup de sujets autres que celui dont je m'occupe et auquel je veux me tenir. Une autre fois, je serai à votre disposition pour reparler du Kosovo, parce que je n'ai pas du tout la même lecture que vous. Et je me permets de vous dire que j'ai été le dernier négociateur français pour l'indépendance du Kosovo. Voilà. Merci. Autre question? Oui, Armand Avakian, IC1, directeur de la télévision arménienne pour l'Europe. Je voudrais d'ailleurs d'abord remercier la ville d'Issy-les-Moulineaux pour avoir organisé cet entretien fort intéressant. Monsieur le ministre, Votre Excellence, je vous remercie beaucoup pour votre objectivité. En effet, donc, vous avez fait état donc, de la situation donc, dans la région. J'ai deux questions très concrètes pour vous. La première, vous avez parlé d'un budget de 3 millions de dollars ou d'euros donc, concernant le budget militaire de l'Azerbaïdjan. Milliards, pardon, autant pour moi. Raison de plus. Donc, pour l'Azerbaïdjan. N'est-ce pas une forme de naïveté de croire que l'Azerbaïdjan cherche la paix? Et est-ce que ce n'est pas une forme d'agressivité présente? Et ma deuxième question, deux de mes confrères de France 2 se sont fait arrêter et se sont vus confisquer leur matériel ainsi que leur reportage donc, à l'aéroport suite à la visite du président Hollande en Azerbaïdjan. Alors, c'est le volet démocratique de l'Azerbaïdjan. Ne pensez-vous pas que ce climat ou le manque d'expression démocratique donc, dans ce pays n'est pas un frein donc, à la résolution de ce conflit? Je vous remercie. Merci de votre question. Le budget militaire de l'Azerbaïdjan, j'ai cité les montants dont on a connaissance. Je pense qu'ils sont avérés. Voilà. Quand on en parle, parce que le croirez-vous ou ne le croirez-vous pas, mais c'est une question qu'on pose directement aux plus hautes autorités à Bakou. On est là pour, avec elles, aborder tous les problèmes. Et on n'est pas là uniquement ni dans le rôle de cireur de chaussures, ni dans le rôle de, vous savez, d'idiot utile, comme disait le camarade Lénine. Non, on est là pour essayer de trouver les éléments d'une solution négociée que les parties au conflit
sont susceptibles d'accepter pour le bien de leur population, pour le bien de la région et pour le bien de la paix. Voilà. C'est ça. Alors, écoutez, j'ai posé il n'y a pas longtemps au ministre de la Défense cette question. Il me dit, mais vous allez tout de même pas m'interdire de faire ce qu'il faut pour défendre ma nation et ma population. Ben non. Voilà. Cela n'est pas disproportionné justement pour la région. Oui, d'accord. Alors, les journalistes, écoutez, vous me l'apprenez, mais j'étais même pas au courant de cela parce que j'ai vécu pas mal dans la région, mais d'un côté et de l'autre. Alors, on n'a pas accès aux informations de l'autre côté quand on est ici. Enfin, voilà, vous me l'apprenez. Moi, c'est pas un commentaire pour moi. Peut-être l'ambassadeur de Bakou souhaitera-t-il commenter là-dessus, mais moi, vous savez, dans notre groupe, on insiste sur la transparence de nos efforts. C'est pour ça qu'à chacun de nos voyages, pardon de me répéter, nous mettons sur le site web de l'OSCE un compte-rendu écrit qui exprime la position des 3 coprésidents, le russe, l'américain, le français. Il n'y a pas de... voilà. Et en plus, nous faisons régulièrement, et c'est tout à fait normal, et on y tient, des séances d'information au Conseil permanent de l'OSCE à Vienne pour les 57 États membres, donc devant les ambassadeurs d'Azerbaïdjan et d'Arménie dans cette organisation. Je fais, puisque je suis l'Européen du groupe, régulièrement des sessions d'information à Bruxelles devant le COPS et à Vienne devant les ambassadeurs de l'Union européenne au sein de l'OSCE, c'est normal. Et donc on essaye d'être aussi informatif et transparent que possible, en gardant à l'esprit quand même que notre rôle, c'est d'entendre les plus hautes autorités des États concernés nous dire leur point de vue sur les questions qu'on leur soumet, et que pour que ça aboutisse, on n'est pas là pour à tous les coups raconter toujours un tel m'a dit qu'un, un tel m'a dit que. Non, il y a aussi, vous le comprendrez, pour le bien de la négociation, le respect nécessaire d'une certaine confidentialité. Et ça se comprend très bien, c'est pas du tout pour cacher quoi que ce soit. Mais quand vous demandez à un chef d'État de décider s'il accepte ou non une proposition que vous lui faites, vous n'allez pas en parler à la terre entière avant qu'il vous ait rendu sa réponse. Autrement, vous n'êtes pas digne d'être un négociateur. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Lebert, d'avoir organisé cette conférence très intéressante. Je voudrais remercier aussi l'ambassadeur Jacques Faure d'abord pour un excellent travail que vous avez effectué en tant que coprésident français du groupe de Minsk pendant presque 3 ans, mais aussi pour vos efforts de maintenir l'équilibre dans vos remarques ce soir, même si ce n'est pas tout à fait facile. Je voudrais partager avec vous, je n'ai pas vraiment beaucoup de questions à vous poser parce qu'on s'est vu plusieurs fois et je sais votre position qui a été annoncée ce soir, même si vous avez dit que c'est plutôt votre point de vue personnel, mais je n'ai pas vu une grande divergence entre ce que vous avez dit et la position officielle française. Je vous en remercie. Mais je voudrais partager avec l'audience et avec vous quelques remarques qui reflètent pas seulement ma position personnelle, mais aussi la position du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan. Pour commencer, je voudrais vous dire que je ne vais pas inventer quelque chose de nouveau si je dis que le statu quo qui existe aujourd'hui dans les régions du conflit n'est pas admissible. Je crois que ce sont les mots qui étaient plusieurs fois répétés par les chefs d'État des 3 pays coprésidents, y compris la France. Quand je dis le statu quo, de quoi je parle? D'abord, pour nous, je crois que pour tout le monde, quand on parle de statu quo, c'est l'occupation qui continue. L'occupation par l'Arménie, par les forces arméniennes, de presque 20% de notre territoire. Deuxième chose, c'est ce qui n'est pas tenable et n'est pas admissible, c'est consolidation des résultats de ce conflit. Et je crois que c'est très
important que vous avez mentionné le destin des centaines de milliers de personnes qui sont devenues des personnes déplacées, mais aussi des réfugiés, si on compte des personnes qui étaient chassées de 2 pays et qui ont franchi la frontière internationale, donc ils sont devenus automatiquement réfugiés et pas des personnes déplacées. Et je crois que consolidation des résultats de ce conflit, c'est aussi la politique de colonisation par l'Arménie des territoires qui sont aujourd'hui sous son contrôle. Et je ne parle pas seulement du Haut-Karabakh, mais aussi des régions autour du Haut-Karabakh, y compris dans la Chine, Kelbadjar et d'autres. Et même si vous avez dit ce soir que vous n'avez pas remarqué des faits ou disons, de colonisation massive pendant votre dernière visite, mais c'est le fait que après l'occupation de ces territoires, après le nettoyage ethnique qui était effectué par l'Arménie dans ces territoires, il y avait quand même des emplacements des personnes d'origine arménienne dans ces territoires. Vous avez mentionné 14 000. Je ne vais pas contredire, mais même si c'est une personne, c'est déjà une violation du droit international humanitaire. Ce qui est très important, et vous avez mentionné ça vous-même, c'est créer la confiance entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais pas seulement. Quand vous avez mentionné troisième partie, je voudrais vous corriger, parce que si on regarde le mandat du groupe de Minsk qui a été créé en 1992, il s'agit de 2 parties de conflit, ça veut dire que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi des parties intéressées dans ce conflit. Et vous connaissez très bien la position d'Azerbaïdjan. Quand on parle de 2 parties intéressées, on parle de 2 communautés du Haut-Karabakh, ça veut dire arménien, mais aussi azerbaïdjanais. Le fait qu'il n'y a pas d'Azerbaïdjanais aujourd'hui dans le Haut-Karabakh, ça ne veut pas dire que ce sont les gens qui devront être oubliés. Il s'agit maintenant aujourd'hui de 50 000 d'Azerbaïdjanais qui sont des personnes déplacées de Haut-Karabakh. Et bien sûr que le retour de cette population est cité par l'Azerbaïdjan comme un des éléments indispensables pour résoudre les conséquences de ce conflit très tragique. Je crois que concernant le budget militaire, et je serai très clair, bien sûr que les chiffres qui étaient cités sont corrects, et je crois qu'ils sont en train d'être augmentés. Je vous remercie de votre remarque qui dit que c'est le droit légitime d'Azerbaïdjan de se protéger. On ne va pas lancer refaire la guerre, c'est vrai, mais en même temps, c'est notre droit légitime de faire en sorte que tout le monde sache très bien qu'il n'y a pas lieu pour d'autres occupations encore à venir, mais aussi, c'est une manifestation, si vous voulez, que la société azerbaïdjanaise aujourd'hui est très loin de considérer ce conflit gelé ou résolu ou oublié. Et bien sûr qu'avec le développement économique important, encore une fois cité par vous, bien sûr que les ressources de la part du gouvernement d'Azerbaïdjan vont augmenter. Et ce n'est pas seulement pour renforcer notre pouvoir militaire, mais aussi pour convaincre tous les partenaires, mais aussi de tous les pays, y compris l'Arménie, que c'est dans l'intérêt de tout le monde de trouver la paix. Et bien sûr que quand on parle de soutien accordé par l'Azerbaïdjan à l'Ukraine, c'est tout à fait naturel parce que l'Azerbaïdjan, en votant avec la France contre l'annexation de Crimée, on a soutenu le droit international. Parce qu'il est très clair que l'intégrité territoriale de l'Ukraine était violée. On peut parler des aspects historiques de Crimée, mais dans ce cas-là, on peut refaire des frontières dans la plupart des pays européens, mais ce n'est pas le scénario que la France et d'autres pays civilisés poursuivront. Donc, l'Azerbaïdjan a soutenu l'Ukraine parce que sa propre intégrité territoriale était violée par l'Arménie. Et c'est normal. Mais aussi parce que l'Azerbaïdjan a encore une fois montré à l'Ukraine que s'il est partenaire et un ami, c'est un ami fiable, et on ne va pas laisser l'Ukraine seule dans cette situation très difficile. Maintenant, je vais conclure très vite concernant les préponts, disons, les difficultés pour parvenir à la solution. Je crois qu'il se fait 2 pour faire tango. Il faut toujours
difficile à croire que c'est une côté qui toujours viole le cessez-le-feu. Vous avez rencontré, je crois, que des autorités arméniennes, mais aussi azerbaïdjanaises. Chacun prétend que ce n'est pas sa faute. Mais ce qui est important, c'est vraiment de créer la confiance en renforçant des liens entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Vous avez mentionné la diplomatie publique, et je voudrais vous soutenir dans cette thèse parce que il ne s'agit pas seulement d'établir des contacts entre les Azerbaïdjanais de l'Azerbaïdjan et les Arméniens de l'Arménie, mais aussi entre les deux communautés du Haut-Karabakh, parce que c'est eux qui, à la fin de la journée, devront vivre ensemble. Et pour moi, c'est très clair que pendant les décennies de coexistence en tant que membre de l'Union soviétique, ces deux communautés vivaient ensemble. Oui, bien sûr, vous pouvez dire qu'il y avait des revendications et tout ça, mais normalement, je pense que la thèse qu'il y a une incompatibilité ethnique entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens pour vivre ensemble, c'est quelque chose qui, je trouve assez ridicule. Donc, je crois qu'on peut toujours trouver la solution dans cela. Juste pour conclure, vous avez fait quelques remarques concernant l'histoire et je ne vais pas vraiment m'arrêter sur cela, mais je voudrais vous dire que deux choses. D'abord, ce cadeau empoisonné que vous avez cité de Staline, d'abord, il faut rappeler que ce n'est pas Staline lui-même seulement qui a pris la décision, c'était la décision du bureau de Caucase qui était composé même aussi par les Arméniens. Et deuxième chose, juste pour finir, donc je parle de 5 juillet, je parle de 5 juillet 21, quand la formule qui était utilisée, retenir le Haut-Karabakh dans le sein de l'Azerbaïdjan. Mais je ne veux pas revenir sur cela parce que ça ne sert à rien à cette époque-là de parler de cette histoire. Karabakh est considéré par l'Azerbaïdjan comme une province historiquement azerbaïdjanaise, et donc rien à dire dans ce sens-là. Mais parmi les mesures de construire la confiance, j'aimerais bien suggérer, et ça c'est mon proposition personnelle, au coprésident d'essayer vraiment de tisser des relations entre les deux communautés arméniennes et azerbaïdjanaises du Haut-Karabakh, parce que ce sont les deux côtés qui se parlent plus, même qui ne se voient pas plus. Je sais que pendant votre dernière visite, vous avez rencontré à Bakou les représentants de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, et je pense que vous avez trouvé cet entretien utile au minimum, et je crois que même indispensable pour le futur. Et pour conclure, je voudrais juste remercier Monsieur le maire d'avoir organisé cette conférence, mais il a mentionné l'objectivité, et je crois que c'est très important de rester objectif. Et dans ce sens-là, je voudrais enrichir votre liste quand vous avez évoqué plusieurs instants de ce conflit tragique, quand vous parlez des pogroms et tout ça. Il faut aussi retenir qu'il y avait des massacres très importants subis par les Azerbaïdjanais. Et je parle de massacre de Khojali, je parle aussi des nettoyages ethniques. Et avant Sumgait, il y avait des tueries d'Azerbaïdjanais dans le Karabakh, et tout ça. Donc il faut. Et dernier point, vous avez mentionné les représentants au Karabakh ici en France, mais juste pour rappeler à tout le monde ici, pour que ce soit très clair, d'abord, un Karabakh c'est pas quelque chose qui était reconnu ni par la France, ni même par l'Arménie. Représentation de Karabakh, soi-disant, n'est que représentation autoproclamée, parce que la position du Quai d'Orsay et de la position française, c'est qu'un ONG qui s'appelle comme ça, donc on ne peut rien faire. Et je crois que ça serait beaucoup plus utile d'avoir aussi des représentants de communautés azerbaïdjanaises du Haut-Karabakh participer dans ce sort des entretiens pour qu'on puisse déjà avoir l'idée sur leur point de vue, qui n'est pas nécessairement 100% la position d'Azerbaïdjan, pour des raisons très claires, parce que ce sont les gens qui ont souffert comme le résultat de ce conflit et des effets de nettoyage ethnique. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, c'est vous notre invité. Un mot pour conclure, s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, merci pour
vos questions, et aussi pour l'appréciation du travail que, aussi modeste soit-il, que je peux faire comme coprésident français dans ce groupe. C'est effectivement un travail qui ne peut pas laisser indifférent et auquel je tiens particulièrement. Mais vous ne l'avez pas dit vous-même, vous avez compris de mon exposé que je n'appartiens pas à la catégorie de ceux qui croient que telle ou telle communauté ne sont pas faites pour vivre ensemble. Ça me paraît la dernière des stupidités de dire cela. Je suis heureux de vous l'entendre dire, de vous entendre vous inscrire en faux contre cette idiotie. À cet égard, je me permets de dire à tous les auditeurs, il existe en français, mais alors j'ai pas la bonne mémoire des noms ni des maisons d'édition, mais un très intéressant livre à cet égard, qui doit s'appeler Mémoire de la ville noire ou quelque chose comme ça. C'est un livre de mémoire d'un monsieur d'origine arménienne, mais qui vivait à Bakou, et qui raconte justement combien il y a eu des époques, on dirait heureuses, mais on devrait les considérer comme normales, où ces communautés vivaient proches les unes des autres et se rendaient service les unes aux autres. Et dans ce livre, il est indiqué, ça m'a beaucoup intéressé, que c'était en 1905, je crois me souvenir, quand il y a eu des premiers affrontements intercommunautaires, ce monsieur, d'origine arménienne, vivant à Bakou, a reçu l'ordre de son père de prendre part avec le groupe de jeunes gens auxquels il appartenait à la défense de la vie et des biens alors vous allez m'aider, monsieur l'ambassadeur, de cet Azerbaïdjanais dont le palais est maintenant le siège de votre musée national à Bakou, et qui était un Azerbaïdjanais assez riche, mais qui, l'auteur de ses mémoires raconte que son père avait entendu parler d'un projet d'assassinat contre ce monsieur et qu'il a tout fait pour que sa vie et ses biens soient préservés, ce qui a été le résultat. Si vous trouvez ce bouquin, lisez-le, très instructif, et une petite lueur d'espoir qui montre en effet que des gens de bonne volonté doivent et peuvent vivre ensemble. Alors, pour le reste, diplomatie publique, les communautés, vous avez bien voulu rappeler, chaque fois que je peux, et avec mon groupe, nous le faisons aussi, je demande à avoir contact avec ces communautés de gens déplacés et leurs représentants. On ne peut pas les laisser en dehors de cette négociation. Et il faut, en tout cas, il est important d'entendre leurs demandes. On l'a fait encore récemment, il y a avant-hier à Bakou. Voilà. Enfin, écoutez, monsieur le ministre, monsieur le maire, je voudrais à nouveau vous remercier de m'avoir donné cette occasion. Et puis, je saisis l'occasion de votre présence, monsieur l'ambassadeur, pour dire que dans le fond, ce soir au moins, on donne un bon exemple, je crois, et vous et moi, de ce que doit être, de ce qu'est la diplomatie. La diplomatie, c'est pas fait pour parler uniquement entre gens qui sont du même avis, qui sont du même côté et qui partagent les mêmes ambitions, objectifs ou projets. La diplomatie, c'est aussi, et c'est peut-être là où c'est un art plus difficile, parler pour essayer de comprendre ce que l'autre partie souhaite, pourquoi elle le souhaite, comment elle veut y parvenir, et essayer de rapprocher les points de vue. Merci. S'il vous plaît. Merci Yannick de ne pas intervenir après les paroles de sérénité, de paix et d'humanisme de notre ambassadeur. Merci à vous tous, et Christophe Provost, l'adjoint, vous invite au rez-de-chaussée dans le salon Élysée pour le verre de l'amitié. Merci à tous. J'aurais bien voulu un droit de réponse de la part du représentant du Karabakh.